sont en fait les caractères généraux de la transposition de ce Moyen-Âge à l'écran, que ce soit... Alors, il est très difficile de dire ça de manière synthétique, parce que moi j'ai compté, si je me souviens bien, plus de 380 films à sujet médiéval à travers l'histoire du cinéma. Certains en comptent bien davantage que ça, et je n'englobe pas la télévision, où il y en a plusieurs centaines encore. Donc, je pense que, pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude Drault sur l'aspect ludique du Moyen-Âge, c'est d'abord beaucoup un espace de jeu et une nostalgie de l'enfance. C'est beaucoup ça, au départ. Ensuite, c'est un envers de la société moderne, de la société industrielle. Donc on y voit les vertus de la société traditionnelle, terrienne, paysanne, attachée aux valeurs, au terroir, et ainsi de suite. Et inversement, parce qu'il y a toujours le blanc et le noir, et inversement, c'est aussi la société d'avant les Lumières, d'avant le progrès technique et industriel, et donc il y a une version noire du cinéma qui s'est peu à peu imposée, car en gros, et en schématisant beaucoup, jusqu'aux années 60, c'est un Moyen-Âge plutôt rose, et au-delà, on va avoir un Moyen-Âge de plus en plus sombre. Voilà. Le Moyen-Âge parle toujours donc de son époque contemporaine. Alors ça, c'est certain. Il y a un historien que vous connaissez qui s'appelle Marc Ferraud, qui est aussi un homme de télévision, qui a fait remarquer il y a longtemps déjà qu'un film historique ne parle jamais vraiment de la période dont il traite, mais de la période à laquelle il est réalisé. Et par exemple, il dit Alexandre Nevsky est un merveilleux témoignage sur la Russie de l'époque stalinienne, tout comme Robin des Bois, le héros qui m'a beaucoup occupé. Le film de Michael Curtis avec Errol Flynn est un film rooseveltien pour des raisons qu'on pourrait développer. C'est un film entièrement rooseveltien. Bon, ça c'est absolument vrai. Thierry Lafmonte, c'est un film de la France gaullienne, avec la mémoire de la résistance qui est encore intacte, une France qui a confiance en elle. C'est un des héros qui donne confiance et qui est encore proche de ses racines paysannes. C'est un peu tout ça à la fois. Et puis elle est un peu rebelle, mais elle respecte l'autorité. Ça c'est caractéristique de beaucoup de héros médiévaux. Il est rare qu'ils soient complètement révolutionnaires. Moi, vous avez vu début du XXe siècle, cette adaptation de Jeanne d'Arc, le procès de Jeanne d'Arc. Laquelle Justement, je me souviens. Voilà, énorme gros plan sur ce La visage. Passion de Jeanne d'Arc de Karl Mayer. Voilà, c'est ça. Qui est un des films repères. Alors, vous savez, bon, j'ai remarqué une chose, parce que j'ai consacré 1200 pages à ce sujet, et 20 ans de travail, c'est que beaucoup des grands films de l'histoire du cinéma sont des films à sujet moyenâgeux. En voilà un, mais je ne sais pas, pour en prendre un plus récent, Excalibur est un grand film qui a marqué un tournant dans la production cinématographique générale et un grand tournant dans la représentation du Moyen-Âge. Et alors il y a une troisième veine qui est la veine parodique, qui est très souvent présente, c'est-à-dire que souvent on traite ça par le comique et la dérision. Et alors à mes yeux, un des meilleurs films qui existent sur le Moyen-Âge, c'est Monty Python and the Holy Grail. Je trouve que, et les historiens le disent d'ailleurs, que c'est une représentation totalement crédible, parce que c'est de la fantaisie, mais il y passe des choses vraies. Vous avez souligné que, par exemple, le cadre historique est respecté. Alors, le costume de Thierry Lafronde, il est hautement fantaisiste, mais d'où vient-il? Il est inspiré de celui de Robin des Bois, des forestiers anglais, de l'époque d'Édouard III à l'époque des grandes révoltes paysannes du XIVe siècle. Ça, c'est un costume authentique. Même le petit chapeau, il est vrai. Mais il est devenu un espèce de poncif, et donc on le répète. Donc il y a aussi du vrai, et des grands historiens du Moyen-Âge vous disent que les films leur apprennent quelquefois à réfléchir
à des questions qu'il ne se seraient pas posées autrement. J'ai entendu Jacques Le Goff dire ça, à propos du film de Bertrand Tavernier, La Passion de Béatrice, en disant par exemple, comment les gens se rasaient-ils? Comment ils se rasaient? Ben, ils n'avaient pas les lames de rasoir que nous connaissons, ils n'avaient pas de miroir, ils n'avaient que des plaques de cuivre poli dans lesquelles ils ne se voyaient pas bien. Conséquence, ben, ils étaient rasés comme... ils n'étaient pas rasés de près. Et donc, alors que Thierry Lafronde, lui, il est très bien rasé. Mais attendez, justement, ça c'est un des aspects, c'est que j'ai toujours eu, dès l'adolescence, j'ai du poil à la poitrine. Et bien, la première série, après j'ai dit plus question. Première série, il fallait que je me rase. À la poitrine aussi. La poitrine. Après, j'ai trouvé ça complètement inconvenant. Et puis après, j'ai... Voilà, oui, ça fait ça, là. Mais vous étiez parfaitement imberbe. Hein? Et les joues très lisses. Ben, j'étais rasé, oui. Comme l'étaient les acteurs américains. Les archanges. Les archanges. Alors que quand on avance dans le temps, on se rend compte que les acteurs ressemblent à l'époque où les films ont été tournés. Hein. Vous ressemblez à Claude François. Bon, je peux me permettre. Emprunt, mais il ressemble à... Oui, non, mais je veux dire que... Oui, on m'a... Un coiffeur célèbre, c'était pas Alexandre, c'était comme ça, pour cette coiffure cheveux longs. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens que les lycéennes trouvaient que c'était des cheveux longs, non, c'est pas bien. C'était pas bien. Bon, il y avait un côté, oui, féminin, comme ça, il y avait un côté... Après, je me suis rebellé un peu, j'ai cassé un peu ça, j'ai un peu virilisé. Vous savez, la chose la plus étrange, et un peu suspecte évidemment, c'est qu'il y a quelques années, une interview à Radio Notre-Dame. Ce qui est intéressant, c'est évidemment le contexte de Radio Notre-Dame, et où des auditeurs avaient appelé et avaient parié, se demandaient, on était en noir et blanc, hein. Il y avait une interrogation très sérieuse sur quelle est la couleur des collants de Thierry. Et je me suis aperçu qu'il y avait là un fantasme, tout sexe confondu, sur mes jolies petites fesses bien moulées, hein, mes collants, oui, je me suis aperçu... Oui, mais tu vois, tu es... Moi, on me disait ton collant est code, Michu. Fais attention, ton collant gode, Michu. Je sais pas ce que vous voulez dire. Voilà. Tu sais, le tyroliste avec ses cuisses de grenouille, il avait les... Oui, il y avait le collant qui dégoulinait. Puisque nous parlons de nos collants, nous tournions donc en forêt de Rambouillet, et là, toute la nuit, restait la voiture qui nous servait de maquillage, une grande caravane, et les collants restaient, nos vêtements restaient, et la pluie tombait la nuit, etc. Et je me souviens, quand on enfilait tout ça à 8 h du matin, c'était fort humide. Vous vous souvenez de ça? Tout ça. Mais oui, Robert. Les collants, les vêtements, mais oui, Robert. C'était Mais tu n'aurais pas dû nous rappeler ça.